Depuis que l'homme est capable de se questionner sur sa naissance, il a simultanément envisagé tous les scénarios qui mèneraient à sa fin. Dès l'Antiquité, les signes de la nature étaient interprétés comme des messages divins. Dans l'Ancien Testament, le mythe de l'Arche de Noé raconte l'extinction de l'humanité orchestrée par le Créateur lui-même. Le Seigneur regrette d'avoir créé les hommes qui ne font que le mal sur terre et décide d'exterminer toute créature vivante. Ce mythe fondateur de la culture judéo-chrétienne a participé pendant des siècles au dogme religieux monothéiste qui forgeait notre imaginaire collectif. Les catastrophes naturelles apparaissaient alors comme une vengeance de Dieu pour nous punir de nos péchés. Cette croyance accompagne les mentalités occidentales jusqu'à la Renaissance. À partir de cette époque, la laïcisation remet en cause la théorie de la punition divine. En 1755, le tremblement de terre de Lisbonne fait 90 000 morts. Cet événement historique questionne les grands esprits de l'époque qui n'arrivent plus à accepter qu'un Dieu fait de bonté puisse tuer autant d'êtres innocents. Au XVIIe siècle, les découvertes scientifiques apportent un regard nouveau sur l'homme et son environnement. On peut notamment citer Descartes qui propose une vision mécaniste de la nature. Puisque celle-ci est comme une machine, l'homme peut en prendre possession et la contrôler. L'humanisme et le siècle des Lumières modifient la vision du monde habituel. Ce n'est plus Dieu qui est au centre, mais l'homme. Dès le XVIIIe siècle, des théories sur l'effondrement voient le jour. L'économiste Malthus s'alarme de l'explosion démographique en Angleterre alors que les récoltes se développent de manière linéaire. Au XIXe siècle, ce sont les industriels qui s'inquiètent de l'épuisement des ressources comme cause d'un effondrement économique. Au XXe siècle, les guerres mondiales et la guerre froide permettent aux scientifiques d'améliorer leurs connaissances sur la nature. Le développement d'armes biochimiques, du nucléaire et de l'intelligence artificielle nourrissent les récits de science-fiction. Ils relaient cette angoisse de l'hybris de l'homme qui le mènerait à sa propre perte. L'effondrement prend maintenant la forme d'un champignon atomique dévastant toute vie humaine. De nos jours, la fin du monde se manifeste principalement par les conséquences du réchauffement climatique. La fin du monde a toujours été présente dans notre imaginaire, mais sa forme évolue pour prendre celle de nos peurs contemporaines. Que ce soit à travers un dieu, des armes ou le climat, l'homme semble toujours être le fautif de son extinction. Alors, est-ce la fin du monde ou la fin de notre monde ? C'est quand tout s'écroule. L'apocalypse, la civilisation telle qu'on le connaît, quoi. Après, ça ne veut pas forcément dire qu'il n'y a rien derrière, mais le changement, quoi. L'effondrement déjà climatique et j'ai l'impression que tout va un peu mal avec les technologies, etc. J'ai l'impression que notre génération va un peu décroître. Troisième guerre mondiale. Là, on est des observateurs. C'est-à-dire qu'effectivement, on a un monde qui est un monde en prédation. Après, l'humain, apparemment, il a toujours tout surpassé, il a toujours créé des nouvelles choses, etc. Donc je me dis que peut-être on va y arriver. Clairement, je pense oui, tout ce qui est ressources écologiques, tout ce qu'on extrait de la Terre, et que la Terre n'est pas infinie, la Terre continuera de vivre, c'est juste nous qui n'allons pas réussir à nous adapter. Oh, le virus, c'est quand même pas mal, hein. Tout est possible, quoi. Et puis tout est interconnecté. C'est pareil, un jour, on mange, mais il y a peut-être un truc qui a touché les cultures, tout ça, je sais pas. Après, en dehors de ça, je sais pas vraiment ce qui pourrait provoquer l'effondrement. À part en fait la bêtise humaine. Il y a Zero. Je pense à série plutôt à quelque chose comme The 100. Quand j'étais jeune, je lisais une série qui s'appelait You4 et ça parle de jeunes qui ont survécu. Moi, c'est le film 2012. Bon, il nous apprend pas mal de choses finalement ce micro-trottoir, j'ai trouvé. Et souvent, j'ai eu l'impression que les gens nous disaient que si un effondrement il y avait, ce serait la faute de l'homme. Est-ce que c'est le cas dans tous les récits de fin du monde ou est-ce que ça varie un peu ? J'ai vu une étude qui a été menée par l'Université de Nantes et qui s'est questionnée sur les représentations sociales de la croyance en la fin du monde. Et selon cette étude-là, la cause qui revient le plus, c'est la cause humaine devant une cause divine ou scientifique.
Je pense que le contexte historique a un rôle majeur là-dedans, puisqu'on l'a vu dans l'introduction, la création d'armes technologiques hyper puissantes a vraiment influencé notre imaginaire. Ouais, c'est vrai que par exemple les bombes nucléaires d'Hiroshima et Nagasaki, nous c'est quelque chose qu'on n'a pas vécu, mais c'est vraiment quelque chose qui nous a quand même marqué parce qu'on a eu des récits, il y a des chansons qui ont été faites dessus, etc., etc. Oui, c'est vrai que ça a vraiment modifié notre imaginaire, puisqu'on a vu dans les décennies suivantes, on est devenu beaucoup plus frileux à l'utiliser, alors qu'au début c'était vraiment considéré comme une découverte scientifique extraordinaire. Donc moi ça me fait penser à une série qui traite le nucléaire d'une façon assez intéressante, c'est L'Effondrement. Et comme tu la connais bien, je te laisse la présenter. Alors L'Effondrement, c'est une série de 8 épisodes qui a été coproduite par le collectif Les Parasites et le groupe Canal+, et qui est sortie en 2019 et sur YouTube et sur MyCanal. Donc l'idée de cette série, c'est de dépeindre des individus ou des groupes d'individus et de voir comment ils vont réagir à l'effondrement de leur société. Donc chaque épisode abordera une temporalité différente, on ira de J+2 jusqu'à J+170. Et aussi dans chaque épisode, en plus de la temporalité qui diffère, va aussi avoir la manière de survivre. Donc on va avoir des communautés autonomes, des fuites ou alors encore du survivalisme. Donc là je suppose que tu veux parler de l'épisode 5 qui aborde le terme d'une centrale nucléaire. Oui, c'est ça. L'épisode 5, du coup, se déroule à J+45 après l'effondrement. Et là, on se focalise sur une communauté qui vit aux alentours d'une centrale nucléaire. Et on apprend qu'ils se relaient avec des seaux d'eau pour tenter de refroidir la centrale nucléaire qui n'est plus alimentée en électricité et qui risque à tout moment d'exploser et donc d'irradier toute vie aux alentours sur un rayon de 50 km. Ce que je trouve intéressant dans cette série, c'est qu'il n'est plus seulement question de cette arme avec un potentiel de destruction énorme, mais c'est plutôt la question de l'après et des déchets. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on va faire de ces centrales nucléaires si on décide de les arrêter, qu'est-ce qu'on fait aussi de tous ces déchets radioactifs. Et donc là, on touche à un point super important dans le débat actuel écologique, qui est est-ce qu'on continue à utiliser du nucléaire ou pas, parce qu'à la fois c'est une source d'énergie qui met peu de gaz à effet de serre, mais en même temps on a donc ces déchets radioactifs. Donc on a demandé un peu plus de précision à un historien, Nestor Eran, qui est à l'université de la Sorbonne et qui est spécialisé en histoire des sciences et du nucléaire. L'importance qu'a eu les nucléaires, pas seulement la question de l'usage de la bombe atomique, dans la création d'une conscience, de la possibilité d'un anéantissement des civilisations. C'est une problématique qui se met juste peu après le lancement des premières bombes atomiques à Hiroshima et Nagasaki. Et puis, il faut les centres d'attention de séries de mouvements, c'est-à-dire l'embryon des mouvements antinucléaires, qui sont le mouvement pour le désarmement nucléaire, pour l'interdiction des bombes atomiques. On considère une série d'intellectuels et d'activistes considèrent depuis le lancement de ces bombes que c'est s'agit d'une arme de destruction massive. Et qui doit être interdit. C'est dans le contexte de ces discussions sur la bombe et le développement, surtout la croissance et l'extension de l'armement nucléaire, qui vont se produire une série de récits autour de comment cette guerre nucléaire peut engendrer un fond de la civilisation. Cette idée de la catastrophe, d'un événement qui détruit la civilisation industrielle, et qui nous pose à confronter dans ce scénario de fin du monde, d'une certaine manière, est engendré surtout dans ces débats, le débat autour du nucléaire, c'est ce qui engendre en partie ces débats, cette construction de l'idée d'un effondrement. Donc on a vu que l'homme peut causer sa perte dans un effondrement de manière directe, mais aussi il y a des manières un peu plus indirectes. Donc notamment le réchauffement climatique dont on parle beaucoup aujourd'hui. Ça me fait penser à une bande dessinée de Jaren Murat qui décrit une société en plein effondrement. Et il y a plusieurs causes à cet effondrement. On a des pénuries d'eau, des pics de chaleur, récession économique et même un peu de guerre civile. Et ça fait quand même beaucoup d'événements et moi là je me pose la question, est-ce que ce serait pas en fait juste une réaction en chaîne due justement à ce réchauffement climatique ? Je pense oui, mais dans la bande dessinée, le réchauffement climatique n'est jamais nommé de manière directe.
Et ce qui est important de rappeler ici, c'est que dans cette BD, l'intrigue se focalise sur le moment de l'effondrement, mais selon des chercheurs, si on a un effondrement, tout n'arrivera pas en même temps, parce qu'en fait on a plein de phénomènes qui ont des temporalités différentes. Et si on reprend toutes les causes de l'effondrement dans cette BD dans l'ordre, on peut mieux comprendre cette réaction en chaîne. Donc d'abord, dès la première page de la BD, on apprend qu'il y a des pics de chaleur à plus de 37-40 degrés. Donc ce qui va entraîner des pénuries d'eau. Pénurie d'eau dit mauvaise récolte, qui à leur tour va entraîner une récession économique. Et tout ça, ça fait un bon cocktail pour une guerre civile. Donc là, ici, ce schéma met en valeur l'importance de l'environnement dans les événements politiques qui ont jalonné notre histoire, puisque le climat influence notre environnement et donc notre vie. Oui, donc c'est vrai que l'environnement, au sens moderne du terme, c'est un peu tous les éléments qui contribuent aux besoins d'une espèce. Et donc forcément, il y a des échanges, il y a des interactions entre l'environnement et l'espèce. Et l'impact de la nature sur l'humanité, ça me fait penser à tous ces films un peu hollywoodiens où il y a des catastrophes naturelles qui sont toutes les plus impressionnantes les unes que les autres qui détruisent l'humanité. Mais il me semble que dans ces films, ou en tout cas du souvenir que j'en ai, il n'y a pas de raison apparente vraiment à ces phénomènes. C'est pas représenté comme une vengeance de la nature. Dans ce thème-là, j'ai une BD qui s'appelle The End, qui a été faite par Zep en 2018. Et là, en fait, ce sont les arbres qui vont décider d'exterminer uniquement l'humanité en dégageant des gaz mortels. Mais ici, en fait, il y a une explication. Dans cette fiction, en fait, les arbres décident de se révolter contre l'humanité puisqu'ils créent le déséquilibre sur Terre. Donc là, ce qui est intéressant, c'est que la nature, elle est dépeinte comme plus puissante et plus intelligente que l'homme, puisqu'elle ne va pas utiliser, donc, comme dans les blockbusters hollywoodiens, de tsunamis ou de séismes énormes qui vont détruire tout l'environnement. Non, elle va faire ça de manière indolore, invisible, discrète. Elle va se débarrasser des fauteurs de troubles. Donc en fait, cette BD, comment tu l'as décrit, ça représente vraiment une leçon d'humilité pour l'espèce humaine. Oui, c'est vraiment ça. Ça nous invite à revoir notre vision anthropocentrée, de toujours se considérer au centre du monde et peut-être d'imaginer un monde qui serait plus centré sur la nature, par exemple. En effet, sur la question de l'anthropocentrisme, c'est plus complexe qu'il se semble. On voit qu'd'une certaine manière, toutes les cultures humaines ont mis l'humain au centre, même dans les cultures prémodernes. Dans les récits de la création des peuples aborigènes en Amérique, en Afrique, etc., il y a une création à laquelle l'homme, l'être humain, fait partie. C'est une partie importante de cette création. Bien sûr, c'est un être humain qui est intégré avec le monde naturel. Avec parfois aussi, on souligne énormément le lien fort avec le monde naturel, avec les animaux, avec les plantes, avec lequel aussi l'homme aussi, c'est un centre de l'intérêt de ces mythologies. Parce que ça sert à expliquer notre rôle dans le monde. Alors, pensez simplement un monde centré sur la nature, il faut faire un peu attention, parce que finalement, notre regard qui fait sur le monde, c'est aussi basé sur notre caractéristique comme être humain. Donc on a vu que l'homme pouvait avoir un rôle dans l'effondrement dans plein de récits. Et moi, ce que je me demande maintenant, c'est en fait, quelle serait sa réaction, tout simplement. Est-ce qu'on a des pistes par rapport à ça ? Alors oui, on a plusieurs pistes justement. Et j'ai commencé avec la toute première, qui serait donc celle de la fuite. Ce serait qu'en fait, l'homme, au moment où sa société s'effondre et commence à ne plus exister, il va décider de fuir un peu la réalité, d'aller ailleurs. J'ai notamment un exemple, c'est Interstellar, un film de Christopher Nolan et qui est sorti dans les salles en 2014 et qui représente vraiment cette problématique de la fuite. Pour faire un rapide résumé, c'est l'histoire de Joseph Cooper, qui était un astronaute et qui maintenant est devenu agriculteur après la fermeture du programme spatial américain. Et en fait, dans le film, il y a une mission un peu secrète qui va se lancer, qui s'appelle Endurance, et dont l'objectif est de trouver une planète qui serait habitable pour l'espèce humaine pour pouvoir sauvegarder notre espèce, justement. Mais là-dedans, où se trouve la fuite ? Est-ce que c'est dans le fait de quitter la Terre pour une autre planète ? En partie, oui. En fait, le postulat du début du film est que notre planète n'est plus viable. Et c'est notamment représenté avec une phrase qui intervient et au début du film et à la fin, qui est « Mostly we are dust », donc la Terre n'est plus habitable. Dans Interstellar, la quête d'une nouvelle planète habitable représente en fait le fait de chercher ce que l'on n'a pas.
Donc on fuit pour aller chercher l'idéal, et l'idéal, évidemment, il est ailleurs. Pour approfondir ce sujet, on a parlé avec Julien Vaquez, qui a fait une thèse sur la frontière entre science et science-fiction, dans laquelle il aborde notamment la question de la fuite de l'homme. C'est une thèse qui cherche à prendre au sérieux les écrivains de science-fiction, à écouter très précisément ce qu'ils cherchent à nous dire, quel est leur projet d'écriture, et à voir quels effets leurs textes font à la lecture. Et donc, à partir de là, je me suis intéressé à un thème en particulier, donc, qui est celui de la planète, en fait, sous deux angles. D'abord, les écrivains qui vont plutôt essayer de rêver à l'humanité qui quitte la Terre, et d'autres écrivains qui vont au contraire essayer de nous montrer que la Terre, c'est pas ce que l'on pense que c'est. La Terre, c'est une forme d'altérité, quoi. Une sorte d'entité très complexe qu'on est seulement en train de découvrir, quoi. Que c'est pas du tout juste un puits de ressources à extraire, si vous voulez. Et donc, ce travail m'a permis, si vous voulez, d'observer l'une des spécificités de la science-fiction qui se place aux frontières de la littérature et aux frontières de la science. C'est-à-dire que les écrivains de science-fiction vont prendre position à la fois littérairement, mais aussi scientifiquement sur ces questions-là. C'est-à-dire qu'il y a des écrivains de science-fiction qui vont dire que c'est tout à fait crédible de quitter la Terre. Et donc dans ce cas-là, ils vont s'associer à certaines sciences et à certains scientifiques pour développer ce genre d'idées, pour développer des nouveaux concepts aussi, qui vont nous permettre de quitter la Terre. Et il y en a d'autres, au contraire, qui vont s'allier à d'autres scientifiques pour nous dire « Mais regardez, en fait, la planète sur laquelle on vit, on la connaît à peine, elle est très complexe, on est en train de faire n'importe quoi avec. » Et donc ça montre qu'il y a des lignes de division entre quitter la Terre ou rendre la Terre plus complexe, qui traversent le champ littéraire et le champ scientifique, si vous voulez. Ce qui veut dire qu'un écrivain de science-fiction peut être plus proche d'un scientifique que de l'un de ses collègues écrivains de science-fiction, si vous voulez. L'une des conférences qu'a donné l'homme le plus riche du monde, Jeff Bezos, en 2019, cette conférence ne servait pas seulement à présenter un outil technologique, cet atterrisseur lunaire, mais à présenter un véritable projet civilisationnel selon lequel nous devons quitter la Terre. Et il nous dit, la planète Terre, elle est limitée dans ses ressources et on est trop d'êtres humains. Et si on veut continuer à se développer, si notre civilisation doit continuer à exister, on est un peu obligé de quitter la Terre, en fait, et d'aller plus loin, et de fabriquer des habitats spatiaux, quoi. De l'autre côté, il va y avoir d'autres écrivains et d'autres scientifiques qui vont dire « Non, mais c'est complètement fou. Développer une civilisation spatiale, c'est juste reproduire nos manières d'habiter la Terre, mais ailleurs, quoi. C'est-à-dire reproduire un rapport extractiviste à notre environnement. » Ce qui est intéressant, c'est que c'est à partir de cette vision-là, de la Terre qui est finie, de la Terre qui manque de ressources, qu'on a commencé à développer une vision écologique des choses. Disons que quand l'idée de partir dans l'espace est apparue dans la littérature ou dans la science, c'était pas nécessairement une idée de fuite liée à des questions environnementales. C'était simplement le rêve de développer un autre point de vue, d'avoir accès à un autre endroit dans l'espace, dans l'univers. La question de la fuite de la planète, là c'est beaucoup plus moderne en fait. C'est plutôt... alors moi je le situerais, de par ma spécialité, les textes sur lesquels je travaille, je le situerais plutôt première moitié du XXe siècle, quelque chose comme ça. Donc on sait que l'homme peut fuir s'il y a un effondrement, mais il y a d'autres possibilités. Alors oui, il y a totalement d'autres possibilités. L'homme ne va pas se contenter de fuir. Bien au contraire, des fois, il va même créer une nouvelle société. Alors en fait, dans des moments de fin du monde, qui sont plus exactement des moments de fin de notre monde, l'homme va comprendre l'urgence de la situation, va réagir et il va essayer de bâtir quelque chose de nouveau. Est-ce que tu as des exemples ? Moi, ça me fait penser à l'effondrement dont on a parlé tout à l'heure. J'ai justement en parlé, comme on l'a dit un peu plus tôt, cette série elle se base sur l'effondrement de notre société. Les origines, elles sont pas ou peu expliquées, mais par contre les conséquences le sont abondamment. On a un épisode en J-, donc avant l'effondrement, et 7 épisodes en J+, donc après l'effondrement. Donc l'idée en fait du collectif Les Parasites au moment de faire la série, c'était de vraiment étudier la période après l'effondrement de notre société pour voir comment on allait réagir. Alors, en fait, le hameau, c'est en pleine campagne, quelques dizaines de personnes qui s'organisent, notamment autour d'un conseil décisionnel. Dans cet épisode, l'idée, c'était vraiment en fait
de montrer à quoi pourrait ressembler une nouvelle société. Est-ce que tu peux décrire par contre les autres types de sociétés? Alors il y en a 3 autres qui, je pense, sont bien aboutis aussi. Il y a la maison de retraite, il y a la communauté de la centrale nucléaire, on va l'appeler comme ça, et il y a l'île. Dans la première, Marco, c'est un aide-soignant ou un infirmier, on ne sait pas trop, mais il s'occupe des personnes âgées dans une maison de retraite et les personnes âgées n'ont que lui pour survivre. Dans la deuxième, donc à la centrale nucléaire cette fois-ci, en fait, il y a un dirigeant qui supervise tout et qui va décider à peu près de l'orientation de cette mini-société, de cette nouvelle organisation. Et ensuite il y a l'île, c'est ça? Voilà, l'île par contre c'est très différent parce qu'en fait on la voit jamais, on en entend juste parler, on voit des gens qui tentent d'y aller dans 2 épisodes mais on ne la voit jamais. Tout ce qu'on sait c'est qu'il n'y a que des riches personnes ou des personnes influentes, donc avec du pouvoir, qui peuvent la rejoindre. Donc en fait il y a de l'espoir, on peut imaginer créer d'autres types de sociétés après un effondrement. Totalement, et bon, il y en aura forcément une qui va s'imposer plus que l'autre. Ce sera probablement la plus simple à mettre en place, mais plus simple ne veut pas dire plus juste. Par exemple, celle du hameau, on peut se dire que c'est relativement simple à mettre en place, en tout cas pour un petit groupe de personnes. Le souci, c'est que c'est quand même loin d'être juste comme société, puisque l'entrée au hameau est conditionnée à la quantité de nourriture que tu vas pouvoir donner. Donc on a vu qu'on pouvait créer des sociétés, mais si on a une vision plus pessimiste, est-ce qu'on ne peut pas se dire qu'on va céder à l'anarchie? Pour faire ça, je vais appuyer sur une œuvre dont tu as parlé un peu plus tôt, qui est la BD La Chute. Donc le scénario qui y dépeint est malheureusement d'actualité, puisque en fait il s'agit d'un père de famille, Léam, qui se retrouve confronté à une crise sanitaire qui va très rapidement dériver en crise économique et politique. Une des autres réactions de l'homme face à la fin de son monde, c'est la panique qui tend vers l'anarchie. Des dizaines et des dizaines d'œuvres l'ont montré. Si j'ai choisi de parler là de La Chute, c'est parce que c'est une œuvre qui est un peu méconnue, je pense, du grand public, et surtout qu'elle est très actuelle, donc elle permet de bien se projeter. C'est très pessimiste comme tu le dis, donc comment on pourrait en arriver là en fait? Probablement à cause d'un ras-le-bol social. C'est généralement là que germent les grandes crises de notre société. On l'a vu très récemment, il y a 2-3 ans, avec la crise des Gilets jaunes, qui, pour un pays occidental, un pays européen, était quand même impressionnante. Dans La Chute, il y a des scènes de pillage, il y a des scènes de violence policière, mais aussi de guerre civile. Cette BD elle nous offre une vision très sombre de l'effondrement. La figure de l'homme barbare, de l'homme sauvage, revient sans aucune régulation. La période actuelle, la crise qu'on est en train de vivre, elle nous apprend vraiment que tout peut se dégrader très rapidement et qu'il faut sans cesse faire attention à ce qui se passe et à ce qui pourrait arriver. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Surtout, n'hésitez pas à mettre des commentaires et à vous abonner pour qu'on puisse continuer ensemble à décrypter notre imaginaire.